Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne d'histoires audio idéale pour vous détendre et plonger dans des histoires captivantes avant de dormir. Ce soir, nous vous proposons une adaptation exclusive du célèbre roman policier Le Vallon, d'Agatha Christie, mettant en scène le légendaire détective belge Hercule Poirot. Cette histoire en 5 chapitres est spécialement conçue pour vous accompagner dans un voyage apaisant tout en stimulant votre imagination. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières et laissez-vous emporter par cette intrigue mystérieuse et immersive. Bonne écoute et surtout, faites de beaux rêves. Dans Le Vallon, Hercule Poirot est invité dans un charmant village anglais où une série de meurtres bouleverse la tranquillité des lieux. Entre secrets familiaux, rivalités anciennes et mobiles troubles, chaque personnage semble dissimuler quelque chose. Avec son esprit méthodique et son flair infaillible, Poirot devra démêler les fils d'une intrigue complexe pour identifier le coupable. Mais plus il creuse, plus il découvre que rien n'est aussi simple qu'il n'y paraît. À travers 5 chapitres haletants, suivez les enquêtes du célèbre détective, alors qu'il navigue entre mensonges, vérités cachées et rebondissements inattendus. Chapitre 1. L'appel au Vallon. C'était une matinée paisible à Londres lorsque Hercule Poirot reçut une lettre qui allait changer le cours de sa semaine. Le courrier venait du Vallon de King's Abbot, un petit village niché dans la campagne anglaise. L'auteur de la missive, une certaine Miss Emily Inglethorpe, sollicitait son aide pour une affaire délicate. Elle ne fournissait guère de détails, mais insinuait que quelque chose de grave se tramait dans sa demeure. Poirot, intrigué, décida de répondre à cet appel. Accompagné de son fidèle ami, le capitaine Hastings, il prit le train jusqu'à King's Abbot. Le paysage était enchanteur, des collines verdoyantes, des champs parsemés de fleurs sauvages et une brise légère qui portait l'odeur de la terre humide. Pourtant, dès leur arrivée, ils sentirent que l'atmosphère du village n'était pas aussi sereine qu'elle semblait l'être. Ils furent accueillis par John Cavendish, le beau-fils de Miss Inglethorpe, qui semblait nerveux. Il expliqua que sa belle-mère avait été retrouvée morte dans son lit la veille au soir, apparemment victime d'un empoisonnement. La police locale avait déjà commencé son enquête, mais Cavendish espérait que Poirot pourrait apporter un éclairage différent. Dès qu'il pénétra dans la maison, Poirot remarqua plusieurs indices troublants. Une tasse de café renversée, une fenêtre entr'ouverte malgré la fraîcheur du soir, et une lettre froissée portant des traces d'encre, effacées. Chaque détail attisait sa curiosité. Pendant ce temps, Hastings, impressionné par l'élégance de Mary Cavendish, la femme de John, s'efforçait de rester concentré sur l'affaire. La première journée d'enquête révéla une galerie de personnages intrigants. Lawrence Cavendish, le frère artiste et taciturne de John. Cynthia Murdoch, une jeune orpheline vivant sous le toit de Miss Inglethorpe, et Alfred Inglethorpe, le mari beaucoup plus jeune de la défunte, dont les manières distantes suscitaient la méfiance. Alors que Poirot commençait à assembler les pièces du puzzle, une question persistait. Pourquoi Miss Inglethorpe avait-elle demandé son aide juste avant sa mort? Et quel rôle jouait chacun des habitants de cette maison dans cette tragédie? Au fil des heures, Poirot interrogea chaque membre de la maisonnée. Alfred Inglethorpe, bien que poli, semblait éviter les questions directes. Mary Cavendish, quant à elle, arborait une expression indéchiffrable, comme si elle cachait un secret trop lourd à porter. Cynthia Murdoch, jeune et naïve, semblait sincèrement bouleversée par la mort de sa protectrice. Poirot constata également que les relations entre les membres de la famille étaient complexes. Lawrence, par exemple,
nourrissait une rancune ancienne envers son beau-père, Alfred, qui l'accusait de manipuler Emily pour son argent. Ces tensions familiales ajoutaient une couche supplémentaire de mystère à l'affaire. Avant de conclure cette première journée, Poirot rassembla ses notes et partagea ses réflexions avec Hastings. « Mon ami, dit-il, nous avons ici non pas une seule énigme, mais plusieurs. Chaque personnage cache un secret, et seul celui qui saura lire entre les lignes pourra découvrir la vérité. » Hastings, perplexe, demanda « Mais par où commencer ?» Poirot ? « Par le commencement, bien sûr, » répondit Poirot avec un sourire énigmatique. « Tout commence et finit avec Emily Inglethorpe. » Chapitre 2. Les ombres du passé. La nuit tombait doucement sur King's Abbot, enveloppant le village d'un voile mystérieux. Dans la bibliothèque de Stylecourt, Hercule Poirot examinait attentivement les documents découverts dans le bureau de la défunte Emily Inglethorpe. Chaque feuille, chaque lettre froissée, semblait contenir un fragment d'une vérité cachée. Parmi ces papiers, il trouva une correspondance ambiguë entre Emily et un certain M.E., dont l'identité restait floue. Une autre pièce essentielle était un testament modifié peu avant sa mort, qui redistribuait les parts de son héritage de manière inattendue. Hastings, toujours aussi fasciné par l'élégance de Mary, Cavendish tentait de comprendre les relations complexes entre les membres de la famille. Mary, bien que réservée, semblait craindre quelque chose. Elle évitait souvent le regard de Poirot, comme si elle craignait qu'il ne devine ses pensées les plus intimes. Lawrence, quant à lui, arpentait les couloirs avec agitation. Son comportement taciturne et ses silences prolongés trahissaient une profonde angoisse. Cynthia Murdoch, jeune et apparemment innocente, se montrait pleine de remords. Elle confia à Hastings qu'elle avait surpris une dispute violente entre Alfred et Emily la veille du drame, mais elle refusait de donner plus de détails, visiblement effrayée. Pendant ce temps, Poirot interrogeait les domestiques. Dorcas, la gouvernante, mentionna une conversation étrange entre Emily et son pharmacien local, M. Barker. Celui-ci avait récemment fourni à la défunte un médicament inhabituel, prescrit pour soulager ses maux de tête chroniques. Intrigué, Poirot décida de rendre visite à Barker. L'homme, petit et nerveux, confirma avoir vendu une préparation contenant de la strychnine, un poison puissant. Mais pourquoi Emily aurait-elle acheté un tel produit? Était-ce une erreur? Ou cherchait-elle à protéger quelqu'un d'un danger imminent? Poirot sentait que chaque réponse soulevait de nouvelles questions. Il passa une grande partie de la soirée à examiner les lieux du crime sous un nouvel angle. La fenêtre entr'ouverte attira particulièrement son attention. Des traces de boue étaient visibles sur le rebord, indiquant que quelqu'un était peut-être entré ou sorti par là. De plus, une tasse de café renversée près du lit suggérait que la victime avait été surprise pendant son dernier moment de conscience. En discutant avec Hastings, Poirot partagea ses réflexions. « Mon ami, dit-il, nous avons ici non pas une seule énigme, mais plusieurs. Chaque personnage cache un secret et seul celui qui saura lire entre les lignes pourra découvrir la vérité. » Hastings, perplexe, demanda « Mais comment savoir qui ment et qui dit la vérité ?»« Tout est dans les détails, » répondit Poirot. « Observez leurs gestes, écoutez leurs mots. La vérité finit toujours par transparaître. » Le détective décida alors d'approfondir ses investigations. Il interrogea à nouveau Alfred Inglethorpe, qui semblait de plus en plus nerveux. Lorsque Poirot mentionna la possibilité d'un testament modifié, Alfred perdit son calme et accusa Lawrence de vouloir manipuler leur mère pour obtenir plus d'argent. Cette altercation fut suivie d'une confrontation tendue entre les deux frères, confirmant les tensions familiales. Avant de conclure cette journée,
Poirot rassembla ses notes. Il savait que chaque détail, même apparemment insignifiant, pouvait être crucial. « Patience », murmura-t-il. « La vérité est là, juste sous nos yeux. » Chapitre 3. Le piège se referme. Le matin du 3e jour se leva sur King's Abbot, enveloppé d'un brouillard dense qui semblait refléter l'ambiance pesante de Styles Court. Les habitants de la maison étaient nerveux, conscients que chaque nouvelle découverte pouvait les rapprocher de la vérité, ou les accuser directement. Hercule Poirot, toujours aussi méthodique, passa des heures à examiner la scène du second meurtre, Messieurs Barker, retrouvés sans vie près du bassin du jardin, frappé à la tête avec un objet contondant. Les traces de pas boueuses menant vers la maison intriguaient particulièrement Poirot. Elles semblaient appartenir à des bottes masculines, mais leur taille et leur profondeur suggéraient quelqu'un de léger, peut-être même une femme. Ce détail, bien que subtil, n'échappa pas au détective. Il fit appel à Hastings pour mesurer précisément les empreintes et les comparer aux chaussures de chaque membre de la maisonnée. Pendant ce temps, les tensions familiales atteignirent leur paroxysme. Alfred Inglethorpe, furieux d'être suspecté, accusa Lawrence de vouloir le discréditer pour hériter de la fortune de sa mère. Lawrence, quant à lui, répliqua avec colère, affirmant qu'il n'avait jamais eu besoin d'argent et qu'il méprisait les manipulations financières. Mary Cavendish tenta de calmer les esprits, mais son intervention ne fit qu'attiser les soupçons. Poirot nota son comportement étrange. Elle évitait soigneusement de croiser le regard de son mari, John, comme si elle cachait quelque chose. Cynthia Murdoch, de son côté, semblait de plus en plus effrayée. Elle avoua à Hastings qu'elle avait vu Lawrence discuter avec Barker près du bassin la veille du meurtre. « Il semblait en désaccord », murmura-t-elle. Lawrence paraissait très agité. Mais lorsque Poirot interrogea Lawrence à ce sujet, celui-ci nia farouchement toute implication dans la mort du pharmacien. « Je n'ai rien à voir avec ça », insista-t-il. « Je ne supportais pas cet homme, mais je ne suis pas un meurtrier. » Poirot décida alors de fouiller la chambre de Lawrence. Là, il découvrit un carnet contenant des croquis macabres représentant des scènes de meurtre accompagnés de notes cryptiques. Ces dessins semblaient inspirés par des événements récents, confirmant les soupçons pesant sur Lawrence. L'un des croquis montrait une silhouette penchée au-dessus d'un bassin, tenant un objet contondant. Un autre représentait une tasse de café renversée, identique à celle trouvée près du lit d'Emily Inglethorpe. Mais Poirot n'était pas satisfait de ces preuves. Il savait que les apparences pouvaient être trompeuses. Il continua à creuser, interrogeant chaque membre de la maisonnée avec une attention méticuleuse. Mary Cavendish révéla alors un détail crucial. Emily Inglethorpe avait prévu de modifier son testament une fois encore, excluant complètement Alfred. Ce dernier, furieux, avait menacé de quitter la maison. Ce nouvel élément changea radicalement la perspective de Poirot. Il réalisa que les motivations de chacun étaient plus complexes qu'il ne l'avait imaginé. Alfred, bien que suspect principal, n'était peut-être qu'un pion dans un jeu beaucoup plus grand. Cynthia, quant à elle, semblait trop impliquée pour être totalement innocente. Et Lawrence restait une énigme. « Tout cela est lié », murmura Poirot. « Les secrets, les mensonges, les mobiles, tout converge vers une seule vérité. » Il décida de retourner voir Cynthia, qui semblait de plus en plus perturbée. Après une longue discussion, elle avoua avoir entendu une conversation entre Emily et Alfred quelques jours avant le premier meurtre. Emily avait accusé Alfred de gaspiller son argent et de la manipuler pour obtenir davantage de fonds. Cette révélation changea radicalement la perspective de Poirot,
mais il sentait qu'il manquait encore un élément clé. Il passa une grande partie de la nuit à examiner les documents découverts dans le bureau d'Emily. Parmi eux, figurait une lettre froissée portant des traces d'encre effacées. En utilisant une technique simple mais ingénieuse, Poirot réussit à rendre le texte lisible. La lettre contenait une menace explicite adressée à Emily, signée par une mystérieuse initiale, C. « Voilà donc notre prochain indice », murmura-t-il, convaincu que cette lettre était la clé du mystère. Chapitre 4. Les masques. Tombe. La tension montait à mesure que les preuves s'accumulaient contre Laurence et Alfred. La police, pressée de clore l'affaire, envisageait sérieusement d'arrêter l'un ou l'autre. Mais Poirot n'était pas satisfait. Il sentait qu'un élément essentiel leur échappait encore. Il convoqua tous les suspects dans le salon de Styles Court pour une confrontation finale. Chacun y alla de sa version des faits, tentant de se disculper. Marie, émue, accusa Alfred d'avoir manipulé sa belle-mère pour obtenir son argent. Cynthia, en larmes, implora qu'on la croie innocente. Laurence, stoïque, refusa de parler davantage. Poirot prit alors la parole. D'une voix posée, il exposa son raisonnement. « Mes amis, dit-il, ce cas repose sur 3 éléments clés, le poison, le testament et la peur. Tous ici ont eu accès à la strychnine. Tous avaient une raison de vouloir la mort d'Emily, mais un seul a orchestré ces crimes avec une précision chirurgicale. » Il désigna alors Cynthia, laissant tout le monde stupéfait. « Vous, mademoiselle, avez utilisé votre position dans la maison pour manipuler les autres. Vous avez falsifié le testament, administré le poison et même tué Mr. Barker lorsqu'il a commencé à suspecter la vérité. » Cynthia, effondrée, avoua tout. Elle avait agi par désespoir, persuadée que personne ne l'aimait vraiment. Mais Poirot conclut avec gravité. La justice n'est pas dictée par nos émotions, mais par la vérité. Pour appuyer ses accusations, Poirot présenta plusieurs preuves irréfutables. Tout d'abord, il révéla que Cynthia avait accès à la strychnine grâce à son travail bénévole à la pharmacie locale. Ensuite, il montra que les traces de pas boueuses correspondaient exactement à une paire de bottes qu'elle possédait. Enfin, il expliqua comment elle avait falsifié le testament en imitant l'écriture d'Emily, une compétence qu'elle avait acquise en tant que jeune femme passionnée de calligraphie. Mais Poirot ne s'arrêta pas là. Il expliqua également pourquoi Cynthia avait tué Mr. Barker. Mr. Barker, dit-il, avait commencé à suspecter la vérité. Il avait remarqué des anomalies dans les commandes de médicaments et avait décidé d'en parler à Emily. Cynthia, paniquée, l'a attirée près du bassin et l'a frappée avec une statue en pierre, un objet facile à dissimuler. Les révélations de Poirot plongèrent la maisonnée dans un silence glacial. Cynthia, brisée, fut emmenée par la police, tandis que les autres membres de la famille tentaient de digérer la vérité. Mais Poirot n'en avait pas fini. Il demanda à Hastings de noter un dernier détail. Observez attentivement les relations humaines. Chaque crime est motivé par des émotions profondes, la jalousie, la peur, la cupidité. Cynthia n'était pas seulement une criminelle, c'était une femme désespérée, incapable de trouver sa place dans ce monde. Chapitre 5. La vérité rétablie. Avec l'arrestation de Cynthia Murdoch, le calme revint progressivement à Kings Abbot, mais ce calme était trompeur. Les habitants de Styles Court, bien que soulagés que la vérité éclate enfin, étaient profondément marqués par les événements tragiques qui avaient bouleversé leur vie. Chacun semblait porter le poids de ses propres secrets, même si aucun d'eux
n'était directement responsable des meurtres. Hercule Poirot, fidèle à son habitude, ne se contenta pas de clore l'affaire avec l'arrestation de Cynthia. Il sentait qu'il restait des zones d'ombre à explorer, des vérités non dites qui méritaient d'être révélées pour permettre à chacun de tourner la page. Le lendemain matin, Poirot rassembla tous les membres de la famille dans le grand salon de Styles Court. La pièce, autrefois empreinte de chaleur et de convivialité, semblait désormais froide et oppressante. Les rideaux étaient tirés, laissant filtrer une lumière grise qui accentuait l'atmosphère pesante. Chaque personne présenta un visage marqué par la fatigue et l'angoisse, comme si les derniers jours avaient creusé des sillons indélébiles sur leur âme. Poirot prit place dans un fauteuil confortable, face à l'assemblée silencieuse. Son regard perçant parcourut chaque visage, s'attardant sur les expressions de culpabilité, de soulagement ou de colère rentrée. « Mes amis, commença-t-il d'une voix douce mais ferme, nous avons résolu l'énigme principale. Cynthia, Murdoch est coupable des crimes commis ici, mais cela ne signifie pas que nous avons compris toutes les ramifications de cette affaire. » Il marqua une pause, laissant ces mots résonner dans la pièce. « Chaque crime, continua-t-il, est le résultat d'un enchevêtrement de causes et d'effets, des tensions familiales, des secrets enfouis, des désirs inassouvis. Tout cela contribue à créer un environnement propice au drame. Aujourd'hui, je souhaite que nous explorions ces racines profondes, afin que vous puissiez trouver la paix. » Mary Cavendish fut la première à parler. Elle se redressa légèrement, comme si elle cherchait à se libérer d'un fardeau invisible. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle. « J'ai toujours essayé de maintenir la paix dans cette maison, mais peut-être que j'ai échoué. » Sa voix tremblait légèrement, trahissant une émotion qu'elle tentait de dissimuler. Depuis le début de l'enquête, Poirot hocha la tête avec empathie. « Madame Cavendish, dit-il, vous avez porté un lourd fardeau. Vous avez vu les disputes entre Alfred et Emily, les tensions entre John et Lawrence, et vous avez essayé de les apaiser. Mais parfois, le silence peut être aussi dangereux que les mots. En gardant certains secrets pour protéger les autres, vous avez peut-être permis à la situation de s'envenimer. » Mary baissa les yeux, incapable de soutenir le regard pénétrant de Poirot. « C'est vrai, » admit-elle. « J'ai vu Alfred manipuler Emily, mais je n'ai rien dit. J'avais peur de provoquer une rupture irrémédiable. Et puis, il y avait John, ses dettes, ses problèmes financiers. J'ai essayé de les ignorer, mais ils pesèrent sur moi. » Poirot acquiesça. « Vous n'êtes pas seule, madame. Chacun de vous a contribué à sa manière à créer cet environnement toxique. » Il se tourna alors vers John Cavendish, qui semblait mal à l'aise, assis au bord de son fauteuil. « Monsieur Cavendish, poursuivit-il, vous avez envisagé de demander à votre mère de modifier son testament pour inclure davantage de fonds à votre nom. Pourquoi ne pas avoir été honnête avec elle ?» John soupira profondément, passant une main lasse sur son visage. « Parce que j'avais honte, avoua-t-il. J'ai toujours été considéré comme le fils prodigue, celui qui devait réussir. Mais mes affaires ont mal tourné, et j'étais au bord de la ruine. J'ai pensé qu'en modifiant le testament, je pourrais sauver la face, mais... » Il s'interrompit, incapable de continuer. « Mais vous n'avez jamais voulu faire de mal à votre mère, » compléta Poirot. « Cependant, vos actions ont créé une atmosphère de suspicion. Cynthia, en particulier, a pu interpréter vos intentions comme une menace. » Lawrence, jusque-là silencieux, intervint alors. « Et moi ?» demanda-t-il d'une voix amère. « Quel rôle ai-je joué dans tout cela ?» Poirot le fixa attentivement. « Vous, monsieur Cavendish,
êtes un homme complexe. Votre ressentiment envers Alfred était évident. Vous le considériez comme un intrus, un opportuniste qui profitait de votre mère. Mais votre colère n'a fait qu'alimenter les tensions familiales. Cynthia, en tant que jeune femme impressionnable, a peut-être vu en vous un modèle à suivre, quelqu'un qui osait défier Alfred. Laurence détourna les yeux, visiblement affectée par ces paroles. « Je n'ai jamais encouragé personne à commettre un crime, » protesta-t-il. « Mais je reconnais que ma rancune a peut-être contribué à la situation. » Poirot hocha la tête. « Exactement. Et c'est là le cœur du problème. Chacun de vous, par ses actions ou son silence, a participé à créer un climat de méfiance et de peur. Cynthia, déjà fragile psychologiquement, a fini par croire que le seul moyen de se protéger était de supprimer ceux qui représentaient une menace. Hastings, qui avait observé toute la scène en silence, intervint alors. « Mais comment Cynthia a-t-elle pu passer à l'acte ?» demanda-t-il. « Comment une jeune femme aussi douce a-t-elle pu commettre des crimes aussi horribles ?» Poirot soupira. « Mon ami, répondit-il, c'est là toute la tragédie humaine. Cynthia n'était pas une criminelle de nature. Elle était une femme désespérée, incapable de trouver sa place dans ce monde. Sa position dans la maison, bien que privilégiée, la rendait vulnérable. Elle se sentait rejetée, incomprise, et lorsque la tension est devenue insupportable, elle a basculé. Il marqua une nouvelle pause, laissant ses paroles imprégner l'esprit de ses auditeurs. « Mais il y a une leçon à tirer de tout cela, » ajouta-t-il. « Chaque crime est motivé par des émotions profondes, la jalousie, la peur, la cupidité. Ces émotions sont universelles, et c'est pourquoi nous devons apprendre à les reconnaître et à les gérer avant qu'elles ne nous détruisent. » Les membres de la famille écoutaient attentivement, chacun réfléchissant aux implications de ses paroles. Mary, en particulier, semblait profondément touchée. « Que devons-nous faire maintenant ?» demanda-t-elle. « Comment pouvons-nous aller de l'avant après tout ce qui s'est passé ?» Poirot sourit doucement. « La première étape, répondit-il, est de reconnaître vos erreurs et de pardonner, non seulement aux autres, mais aussi à vous-même. Steele's Court est une belle maison, mais elle ne sera jamais un refuge si vous ne guérissez pas vos blessures intérieures. » Avant de partir, Poirot adressa un dernier mot à l'Assemblée. « Souvenez-vous, dit-il, que la vérité finit toujours par éclater. Même dans les recoins les plus sombres du cœur humain, elle trouve son chemin. Mais la vérité seule ne suffit pas. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. » Et ainsi, sous un ciel étoilé, le célèbre détective reprit le train pour Londres, prêt à affronter de nouvelles énigmes. Mais cette affaire resterait gravée dans sa mémoire, non seulement pour sa complexité, mais aussi pour les leçons qu'elle enseignait sur la nature humaine.